DFM. Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est le 10e épisode du podcast. Yay! Oui, alors pour cette semaine, on va rendre hommage à deux pilotes qui ont arboré le numéro 10. Le premier étant Kamui Kobayashi, qui l'a eu en 2014 lorsqu'il était chez Caterham. Entre 2009 et 2014, à l'exception de la saison 2013, Kobayashi a inscrit 125 points, entre autres une troisième place lors du Grand Prix du Japon à domicile avec Sauber. Il est reconnu pour avoir eu un style de pilotage assez agressif et il nous a offert des dépassements remarquables. Depuis qu'il a quitté la Formule 1, il est maintenant en championnat du monde d'endurance en LMP1 avec Toyota et il a terminé à 2 reprises deuxième avec la marque japonaise. Et celui qui porte maintenant le numéro 10, c'est le pilote français Pierre Gasly. Gasly, qui est en Formule 1 depuis 2017, a choisi ce numéro puisqu'il avait été sacré champion de Formule Renault européenne 2.0 en 2013. Et maintenant, c'est son numéro permanent depuis qu'il s'est joint à la catégorie Rennes vers la fin de la saison 2017. Son meilleur résultat est une 4e place inscrite l'an dernier lors du Grand Prix de Bahreïn avec Toro Rosso et c'est lui qui remplace Daniel Ricciardo qui est parti chez Renault. Alors, au menu cette semaine, on revient entièrement sur le Grand Prix de France qui a été une épreuve vraiment soporifique. 84 minutes que probablement plusieurs personnes, ou bien même tous ceux qui l'ont regardé, ne rattraperont jamais. Peut-être en faisant autre chose, mais ce sont 84 minutes perdues. On va aussi revenir avec le segment En route vers la Formule 1, avec le retour des courses de soutien de la F1, la Formule 2 et la Formule 3. Cette semaine, je serai tout seul, puisque mon co-animateur, Brian Lumet, a eu un empêchement de dernière minute, donc je vais assurer le fort tout seul, mais il devrait revenir, si tout va bien, pour le Grand Prix d'Autriche qui aura lieu la fin de semaine prochaine. Alors, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs et c'est un départ! Alors, on a atteint le deuxième tiers de la saison 2019 de Formule 1 et le premier tiers a été remporté par les deux pilotes Mercedes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Donc, on quittait la mascarade de la fin de course à Montréal pour se retrouver en France, dans le sud, sur le circuit Paul Ricard, dans le Castellet, en espérant cette fois-ci que le trafic pour se rendre au circuit était bien meilleur que l'année passée, puisqu'il y avait beaucoup de fans qui étaient restés pris dans les bouchons et qui ont manqué le Grand Prix au complet. Est-ce que quelqu'un a réussi à arrêter les Mercedes? La réponse, non. Pourquoi? Voici le classement du Grand Prix. C'est Lewis Hamilton qui a gagné encore une fois. Donc, deuxième victoire consécutive en France. Valtteri Bottas finit deuxième. Charles Leclerc le talonne sur la Ferrari. Max Verstappen 4e. Sébastien Vettel, course difficile, 5e. Carlos Sainz, belle performance, 6e. Kimi Räikkönen, 7e. Nico Hülkenberg, 8e. Lando Norris, 9e. Et Pierre Gasly marque un point devant ses partisans. Ce qui complète Daniel Ricciardo, Sergio Perez, Lance Stroll, Daniel Kvyat, Alex Albon, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Robert Kubica, George Russell et Romain Grosjean est le seul pilote à ne pas avoir complété la course. C'est Sébastien Vettel qui a obtenu le meilleur temps et le point boni en course. Et Williams, encore une fois à défaut de finir dernier, remporte le prix
pour le meilleur arrêt au puits de la course en 1,97 secondes. C'est rapide. Et le pilote du jour n'est ni Hamilton, encore moins Max Verstappen, mais bien Lando Norris qui a connu une très bonne fin de semaine. On va passer maintenant aux évaluations. D'abord, je dois vous dire, veuillez m'excuser puisque la qualité de l'enregistrement est moindre. Je suis à l'extérieur de chez moi et encore moins chez Brian. Donc, cette fois-ci, l'enregistrement est un peu différent, mais probablement que d'ici la semaine prochaine, on devra revenir à nos locaux habituels. Donc, passons maintenant aux évaluations de la course. Moi, performance du jour, outre Lewis Hamilton, par défaut, j'ai trouvé aussi que Lando Norris a très bien fait. Une bonne fin de semaine où il était rapide, constant, parmi le top 5, même top 6 durant la fin de semaine. Mais c'est dommage que sa course ait été gâchée par un problème hydraulique. La contre-performance du jour, Pierre Gasly, oui, marque un point, mais c'est parce qu'il a eu la chance de tomber sur la double pénalité de Daniel Ricciardo en fin de course, qui lui donne le 10e et dernier point disponible, mais il s'est encore fait avoir quelque part en termes de stratégie. Et que dire des Haas qui finissent loin derrière alors qu'il y a un an, ils s'en allaient vers la 4e place. Et le moment cocasse, eh bien, ça s'est passé en Formule 2, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est le pilote Maiver Raghunathan, oui, je l'ai bien, qui a été suspendu pour l'épreuve en Autriche la semaine prochaine. Je vais vous dire pourquoi dans le segment Formule 2 en route vers la F1. À défaut de ne pas être là, Brian nous a laissé quand même ses évaluations. Performance du jour, Lando Norris, un peu un choix par défaut aussi. Contre-performance, j'ai été surpris. Daniel Ricciardo, peut-être à cause de ses actions en fin de course. Et le moment cocasse, c'est la bataille entre Ricciardo et Raikkonen, qui fait partie de ces moments de fin de course où Ricciardo en fait dépasse Raikkonen à l'extérieur des limites de la piste et reçoit une des 2 pénalités de 5 secondes qui lui a fait perdre des points précieux. On va aller maintenant du côté des internets. Le toujours fiable Francis Paquette nous dit la performance du jour, comme moi, Lewis Hamilton et Lando Norris. En fait, je pense qu'il a pris les mêmes évaluations. Contre-performance du jour au Haas et à Pierre Gasly, on est d'accord là-dessus. Et le moment de cocasse du jour, en fait de la course, c'est Ferrari qui passe du plan A, donc je pense que c'était avec Charles Leclerc, en début de course, jusqu'au plan F en fin de course, qu'on a dit à Sébastien Vettel. Qu'est-ce que le plan F? Personne à part Ferrari elle-même le sait. Ensuite, on a Jérôme sur Twitter, JEG78. Excuse-moi, Jérôme, je me sens vraiment mal d'avoir mal appelé ton identifiant Twitter. Hamilton, performance du jour, car on banalise, mais ce qu'il fait est juste énorme. Une telle constance, une telle régularité, il est imbattable. Et ça, c'est vrai. C'est le Lewis Hamilton qu'on connaît. Celui qui est maintenant un quintuple champion du monde. Toujours constant, toujours performant. Et qu'on le veuille ou non, il est un des meilleurs pilotes de sa génération. Et ce ne sera qu'une question de temps avant qu'on le dise que ce sera le meilleur pilote de l'histoire de la Formule 1. Désolé aux fans de Michael Schumacher. Contre-performance du jour, Pierre Gasly qui n'a pas été aidé par la stratégie, mais il a fait une course vraiment anonyme quand son coéquipier finit facilement 4e. Et le moment cocasse, il y a eu un cône sur la piste et qui a provoqué la voiture de sécurité virtuelle en fin de course, mais c'est un choix qu'il a dit parce qu'il y a eu tellement peu d'action. Ça, je l'ai manqué parce que j'ai regardé la course quand j'étais au travail, donc j'ai manqué probablement le seul moment cocasse de ce Grand Prix. Sinon, sur Facebook, il y a Alain Léon que j'ai carrément oublié de mettre pour le Grand Prix du Canada. Je m'excuse, Alain. Il avait dit son moment cocasse était Romain Grosjean à Montréal quand il avait
fait partir la peinture des nouveaux paddocks, en fait du plancher des nouveaux paddocks à plusieurs reprises parce que ils avaient mis une peinture fraîche à quelques jours de la course. Mais lui, sa contre-performance revient à Racing Point ou Force India ou peu importe le nom. Dixit Kimi Raikkonen. Donc, Racing Point, -1 à Racing Point d'avoir envoyé Lance Stroll avec des médiums au lieu des gommes tendres. Parce que Stroll est parti loin dans le peloton. Il a fait une bonne course avec un premier relais avec les pneus durs, mais il est parti avec les médiums. Et je pense que dans les circonstances, il aurait peut-être pu aller chercher des places supplémentaires et peut-être même aller chercher le dernier point compte tenu des circonstances. Maintenant qu'on a fait les évaluations, passons maintenant à la revue des écuries selon mon ordre de parole qu'on a établi, selon en fait le classement du Grand Prix. Et à tout seigneur, tout honneur, encore une fois, on va parler de Mercedes, qui, lors des qualifications, a enregistré sa 63e première ligne. Le record absolu était de 62, détenu conjointement avec McLaren, Williams et Ferrari, et maintenant, il est d'ores et déjà battu. Peut-être que Ferrari aura le temps de rejoindre le record en Autriche, mais ça, évidemment, c'est si la voiture convient absolument à Vettel et à Leclerc. En plus de cela, Mercedes a enregistré une 10e victoire d'affilée si on compte la fin de la saison dernière et il se rapproche tranquillement du record de 11 victoires consécutives qui appartient en fait à McLaren et qui a été établi en 88 par Ayrton Senna et Alain Prost. C'était l'année de domination des McLaren Honda et qui est maintenant à la portée de l'équipe allemande, encore là, qui pourrait même battre au Grand Prix de Grande-Bretagne où ils sont établis actuellement, même si l'écurie est allemande. Et on va parler maintenant de Lewis Hamilton, qui a enregistré sa 4e victoire consécutive et la 6e pour le Britannique. Il a dominé toute l'épreuve, mais pas si proche de réaliser le Grand Chelem, qui consiste à obtenir la pole position, la victoire, le meilleur temps en course et mener le Grand Prix de bout en bout. Il a eu la victoire et a mené toute la course au complet, mais Sébastien Vettel a pris le point boni pour le tour le plus rapide dans le dernier tour lorsqu'il s'est arrêté avec la gomme pour changer les pneus en tendre. Il faut aussi noter que c'était la 200e fois qu'il finit un Grand Prix dans les points sur 237 départs en F1. Donc, si on fait le calcul, 84% des fois où Hamilton a été dans les points, ce qui est remarquable. Et il aime vraiment le circuit de Paul Ricard parce que depuis le retour du circuit français au calendrier, Hamilton a mené tous les tours sauf un, et ça remonte à l'année dernière, je pense que c'était lorsqu'il s'est arrêté au puits. Donc, encore là, il a dominé le circuit Paul Ricard depuis le retour. Et il faut noter que Mercedes a dominé de la tête et des épaules les qualifications cette année comme l'année dernière. Donc, ils ont obtenu les meilleurs temps dans toutes les séances possibles. Donc, Hamilton était en contrôle, mais il n'en a pas eu facile. Parce que dans les premiers tours, il a eu de la difficulté avec les pneus. Il a pris son rythme aisément au fil des tours. Puis il a même eu un genre de bride. Il y a quelque chose qui s'est cassé dans son siège, mais ça ne l'a pas empêché d'enchaîner les meilleurs tours, tour après tour. Et il ne s'attendait pas à ce que le pneu médium, donc la gomme qui est entre la tendre et les dures, aille aussi loin, mais il a pu continuer. Et dès qu'il s'est arrêté trop tôt, il aurait pu continuer pendant au moins 5, voire même 10 tours, parce qu'il restait encore beaucoup de vue dans les pneus. Mais il voulait apprendre comment mieux gérer la dégradation des pneus, et c'est pour ça qu'il a obtenu les meilleurs temps au fil des tours. Donc, il a gardé la même constance jusqu'à la fin, et je pense qu'il voulait même aller chercher le meilleur tour en course en fin de course, mais évidemment avec Vettel qui s'est arrêté, qui avait un arrêt au puits gratuit.
Mercedes lui a dit non, non Lewis, mieux vaut ne pas faire ça. On va aller chercher les 25 points, surtout que Hamilton avait peur que, probablement avec la température très chaude de la piste où la gomme, les résidus de gomme se collaient carrément à la piste parce qu'il faisait, je pense, aux alentours de 52 degrés là sur la piste. Elle collait comme quand vous mettez de la gomme sur du papier dans une température chaude, ça colle puis ça reste collant. Donc lui, il avait peur que le pneu éclate comme ce qui s'est passé avec Lance Stroll l'année dernière sur cette même piste. Donc, il a, disons, été chanceux, il a réduit un peu sa vitesse pour ne pas trop attaquer. Donc, c'était une course sans heurts, un peu difficile au goût de Lewis Hamilton, mais il finit avec 18 secondes d'avance sur Valtteri Bottas, qui lui a encore été battu et compte désormais 36 points de retard, Bottas, sur Hamilton. Et il a failli être doublé par Charles Leclerc en fin d'épreuve parce qu'il a perdu du rythme, surtout à cause de la voiture de sécurité virtuelle causée par la présence inattendue du cône en question. Et même Toto Wolff, le patron de Mercedes, a révélé qu'il y avait une alerte sur le moteur du Finlandais qui a donc handicapé Bottas dans les derniers tours de la course. Donc, ça a causé un petit mot de tête chez Mercedes. Ils ont essayé de le gérer. Bon, ils l'ont fait avec succès. Et tout a été sous contrôle. Mais ces problèmes arrivent à une semaine du Grand Prix d'Autriche où, l'année dernière, les deux Mercedes ont connu un rare double abandon de nature mécanique l'année dernière, ce qui est très rare depuis l'introduction des V6 turbo hybrides. C'est un moteur qui est relativement fiable. En fait, relativement, je dis, il est très fiable. Mais l'année dernière, les deux pilotes ont dû abandonner pour des problèmes mécaniques. Donc, on ne veut pas que ça arrive encore une fois. Mais pour revenir à Bottas, qu'est-ce qui explique une telle différence de performance? Parce qu'on l'a vu en début de saison, Bottas était capable de rivaliser avec Hamilton, mais Toto Wolff a peut-être deux explications. La première, c'est avec l'exploitation des pneus Pirelli, parce que la carrure a changé, on a maintenant moins de choix de pneus, mais Wolff explique que Bottas est formidable sur un tour. Il élève son niveau de jeu de manière incroyable de saison en saison. Ça, il faut le dire. C'est peut-être le meilleur Bottas que j'ai vu en Formule 1. Depuis qu'il est en F1 en 2013, là, 2019, c'est vraiment un Valtteri Bottas changé. Mais aussi, il commence à avoir un peu de difficulté avec les départs. Il avait fait un très bon départ en Australie où il est passé devant Hamilton. Il a gardé son premier rang lorsqu'il est parti en pôle en Azerbaïdjan. Mais il en a perdu aussi, entre autres, en Espagne, aux dépens d'Hamilton. Donc, c'est juste retrouver la touche qu'il avait avec les départs. Et d'ailleurs, je pense que c'était justement en Autriche, il y a 2 ans, où il avait réalisé le départ parfait, là, qui a fait sourciller plusieurs personnes. Donc, s'il est capable de gérer cet aspect, peut-être qu'il pourrait offrir un meilleur duel avec Lewis Hamilton. L'autre problème, j'en parlais avec les pneus Pirelli, c'est justement la gestion des pneus. Il y a des pistes sur lesquelles il est aussi fort qu'Hamilton, voire même plus fort, ça il faut le dire. Mais ce sont sur des pistes qui ne sont pas très exigeantes pour l'arrière de la voiture. Parce qu'il ça doit le forcer à changer son style de pilotage. Et c'est pas quelque chose de vraiment simple à faire pour un pilote de course. Mais Bottas, je pense, dans le côté mental, il est capable de le faire. Donc, moi, je pense qu'en Autriche, où il a justement obtenu la pole position l'année dernière, il est capable de le faire. Comme je l'ai dit, s'il y a eu des problèmes de dégradation des pneus, attendez-vous à ce que ce soit pire en Autriche, parce qu'apparemment, il annonce des températures encore plus chaudes que ce qu'on a vu en France.
et même à Montréal. Donc, Bottas devra mieux gérer les pneus, peut-être même s'inspirer d'Hamilton pour pouvoir tenter au moins une attaque, s'il est capable d'être au même niveau, ce qui ne sera pas facile. Donc, il devra se ressaisir parce qu'il perd énormément de terrain sur Hamilton. Il faut juste qu'il ait un très bon week-end. Il a connu, lors des 4 premières courses de la saison, il était capable de se tenir derrière, juste un petit peu derrière Hamilton. S'il veut rester dans la course au titre et ne pas jouer maintenant les seconds violons encore une fois, ben là, il faut que ça commence dès l'Autriche parce que le deuxième tour de la saison, c'est là où presque tout se joue. Maintenant qu'on a parlé de Mercedes, parlons de Ferrari. Sébastien Vettel, quelle fin de semaine difficile pour l'Allemand. Il s'est mal qualifié, il est parti 7e, c'est qui est une des pires qualifications pour Ferrari avec Leclerc éliminé en Q1 à Monaco. Puis d'ailleurs, c'est même Leclerc qui a eu un accident à Bakou en Q2. Mais Vettel, c'est son pire résultat en qualification cette saison. Il a terminé 5e en France. Il a passé rapidement McLaren en début de course, mais ça a été tout. Il a même tenté d'essayer de rattraper Verstappen lors de son premier relais avant de s'arrêter, mais il a tout simplement perdu du rythme, du terrain face au pilote Red Bull. Mais pour Vettel, c'est plutôt un résultat... C'est probablement en fait le résultat le meilleur possible compte tenu de sa 7e place sur la grille. Il est content, mais Mercedes est toujours devant, donc il sait qu'il y a un moyen de revenir. Il a tenté le coup avec le meilleur tour en course, donc s'arrêter pour aller chercher le point boni avec la gomme tendre, mais c'était dans le dernier tour quand même. Et surtout que c'était pas, comme je dis, c'était pas une fin de semaine facile en piste, mais hors piste aussi. Hein. Rappelez-vous que vendredi, entre les 2 séances d'essais libres, Vettel et Ferrari ont rencontré les commissaires de la FIA pour justement la révision de la pénalité à Montréal. Elle a été rejetée. Elle a été rejetée de plein fouet par la FIA. Puis il était complètement découragé. Puis je cite ce qu'il a dit à la blague aussi à Sky Sports. Je n'ai plus qu'à prendre ma retraite. Au moins, je sais que je n'aurai plus de problème avec les commissaires. Je blague, mais si vous n'êtes pas content de la façon dont on pilote, redessinez les circuits. Il dit aussi qu'il y a trop de paragraphes dans le livre, dans des règlements. Il y a beaucoup de pages qu'on pourrait brûler. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que oui, j'ai fait une erreur. Oui, peut-être la pénalité était juste, mais j'ai fait une erreur aussi. Ça, il ne le dira jamais. J'ai craqué sous pression face à Lewis, Hamilton. J'ai peut-être perdu des chances de gagner la première course de la saison. Ça, il ne vous le dira pas. Mais il continue toujours de dire, là, c'est pas juste, c'était notre fin de semaine. Mais là, il commence à être trop tard parce que plus Mercedes continue de gagner des courses, plus Ferrari voit ses chances de revenir s'amenuiser. Ah oui, puis il faut aussi noter que une des évidences amenées par Ferrari est une analyse faite par l'ex-pilote de Hispania Racing Team en 2010, Karun Chanda, qui est maintenant consultant sur Sky Sports F1. Donc, Ferrari a amené auprès de la FIA une analyse faite par un parti tierce. Un parti tierce. Il y a juste Ferrari qui est capable de faire ça. Donc, la réunion a duré 35 minutes entre les 2 séances d'essai dans les bureaux temporaires de la FIA sur le circuit de Paul Ricard. Donc, fin de semaine complètement oubliée pour Sébastien Vettel, qu'il aille tout de suite en Autriche. Mais sinon, si son coéquipier Charles Leclerc peut se réjouir au moins, même si Ferrari n'avait pas le rythme des Mercedes en France, mais il a fait du mieux qu'il a pu. Il est parti 3e, il est arrivé à la même position, mais
en fin de course, il avait un très bon rythme et il a même pu menacer Valtteri Bottas pour aller chercher la deuxième place. Il a tout donné pour essayer de le passer, il était bien avec la voiture, mais évidemment, il se battait face à la toute puissante Mercedes. Son premier relais était OK, mais la deuxième, évidemment, il fallait qu'il gère les pneus parce qu'avec la température de la piste qui augmentait au fur et à mesure, là, il fallait éviter toutes sortes de dégradations. En fait, il fallait éviter la dégradation maximale des pneus. Et en plus, avec la position où ils étaient en essai libre, à plusieurs dixièmes derrière les Mercedes, c'est un bon résultat à prendre quand même. C'est son deuxième podium consécutif, son troisième de la saison. Donc, ça va bien pour le jeune monégasque. Et bon, il a profité des quelques problèmes de la voiture de sécurité virtuelle de Bottas pour revenir avec la bonne température des pneus. Donc, très bon travail pour Charles Leclerc. Il commence à gagner de la confiance avec la SF90. Normalement, j'aurais laissé Brian parler en bien et peut-être de manière biaisée de Red Bull, mais il n'est pas là. Alors, je vais prendre le relais. Max Verstappen a terminé 4e et peut-être n'a pas pu faire mieux, mais il se satisfait au moins d'avoir fini dans le top 4. Au départ, il avait Charles Leclerc en vue, il a essayé d'attaquer, donc il voulait voir à quel point il voulait aller vite. Mais à quelques tours de la fin de la course, il a perdu de l'adhérence et il n'a pas pu compter sur ses pneus. Il a fini au moins devant une Ferrari, celle de Vettel. Il finit aussi très loin de la Ferrari de Vettel, mais au moins il se débrouille bien, Verstappen. Et là, il arrive en Autriche où il a gagné l'année dernière, avec peut-être pas l'ambition de gagner, mais d'offrir au moins un très bon résultat pour l'écurie autrichienne à la maison. Bravo Max, c'était bien, mais c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il manque encore un petit quelque chose pour menacer la Ferrari, mais il fallait qu'il fasse attention à l'adhérence. Par contre, s'il y a quelqu'un qui n'était pas satisfait du tout, c'est Pierre Gasly. Il n'était pas satisfait de sa course à domicile et il termine 10e. Et en fait, en vérité, il a terminé 11e à l'extérieur des points, mais il a profité de la double pénalité à Daniel Ricciardo pour inscrire le premier point français depuis le Grand Prix de France 2008. Mais quand même, il s'est qualifié 9e. Il est parti avec les pneus tendres qui n'allaient pas durer en fait pendant une dizaine de tours, mais il a réussi à le faire durer pendant 15 tours, mais le mal était fait parce que quand il est revenu, il avait Daniel Ricciardo qui s'était déjà arrêté dans ses rétroviseurs et il a dépassé sur la ligne droite du Mistral. Donc, le mal était déjà fait pour le Français et il a vu Nico Hülkenberg et Kimi Räikkönen aussi sur des stratégies différentes le dépasser et il ne pouvait rien faire, il n'était juste une chicane mobile, je m'excuse d'utiliser ce terme. Il s'est fait avoir avec les réglages, avec le volant qu'il avait fait lors des essais du samedi et là il a été chanceux de se qualifier à quelques millièmes de l'élimination en Q2. Parce que je pense que c'est quoi quelque chose du genre comme 4 centièmes, je crois, de l'élimination Q2. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs en gomme tendre. C'est avec ce pneu qu'il a utilisé pour inscrire son meilleur tour de la Q2. Donc, déjà en partant avec la température de la piste, il était foutu. Disons, le Grand Prix de France, ce n'est pas son fort parce que l'année dernière, il a été éliminé dans le premier tour après un accrochage avec son ancien bon ami Esteban Ocon de Feu Force India.
j'ai mal pour Pierre. Et je sais que dans les épisodes précédents avec Brian, on disait qu'il sous-performait. Ce qui est encore le cas aujourd'hui. Ce qui était le cas en fin de semaine. Mais l'environnement de Red Bull est fait pour gagner. Surtout avec les 4 titres acquis par Vettel entre 2010 et 2013. Il y a une pression énorme sur les épaules des deux pilotes. Autant pour Verstappen que pour Gasly. Même s'ils ont un nouveau moteur. Même avec le moteur Honda qui a souvent été varlopé par Fernando Alonso et McLaren. Mais Gasly a Max Verstappen comme coéquipier. Il est clairement le numéro 1 chez Red Bull. Il arrive avec cette équipe avec la mission d'aussi bien faire que son prédécesseur Daniel Ricciardo. Puis ça fait la même chose aussi avec Daniel Kvyat quand il est arrivé en 2015 en remplacement de Sébastien Vettel qui était parti pour Ferrari. Et en 2016, quand il fut relégué chez Toro Rosso, malgré un podium en Chine, ça s'est très mal passé. Et il a perdu un peu confiance en soi. En 2017, il a été relégué. Il a été mis sur les bancs de touche pour de bon, justement pour Pierre Gasly et Brandon Hartley. Donc, je pense il faut se le dire. Il ne faut pas le rabaisser. Il ne faut pas rabaisser Gasly en disant qu'il est pourri ou quelque chose du genre. Parce qu'il est un très bon pilote. Il l'a prouvé dans les séries juniors. Il l'a prouvé aussi l'année dernière qu'il était capable de faire le très bon travail. Mais quand tu arrives dans un environnement... quand tu arrives dans le grand club, ou comme dans d'autres sports avec des équipes réserves, quand vous faites le saut chez les pros, là, c'est un stress énorme. Tu veux essayer de bien faire, tu essaies de t'adapter, mais tu as une pression de tout le temps offrir les meilleures performances possibles. Donc, oui, je sais que cette saison, ça ne va pas très bien pour lui, mais il faudrait lui donner une chance. Il a le temps d'apprendre. Enfin, si ses boss savent se montrer patients pour une fois, il reste encore une dizaine de courses à Gasly pour s'améliorer. On parlait d'Honda, on va parler les anciens pensionnaires du motoriste japonais, McLaren, qui partait en 3e ligne ce dimanche au Paul Ricard avec un moteur Renault, il faut se le dire. Et le dimanche a confirmé un peu les promesses de la veille, même si en fin de course, Lando Norris a eu des problèmes hydrauliques et il a fait une sortie de piste coûteuse, je pense, en lien avec ce problème où le volant commençait à devenir un peu trop lourd pour lui. Et pour Andreas Seidel, le directeur F1 de McLaren, ce fut le meilleur week-end de l'année, et c'est vrai, c'était très encourageant de voir le véhicule performer tout de suite dès les premières séances d'essai du vendredi jusqu'à la fin de la course. Puis ça donne quand même un bon élan pour continuer à pousser, surtout que les performances étaient très inégales, tout dépendamment des circuits. Et il faut se le dire, Sainz et Norris font du très bon travail cette saison, course après course, même si en début de saison, Sainz a été plutôt malchanceux, mais à chaque fois qu'il avait l'occasion, il les a prises. Alors, et justement parlant de Sainz, c'est une course sans encombre, il a fini le meilleur des autres, il a même dépassé Norris dès l'extinction des feux au départ, il a contrôlé la course, il avait un très bon rythme, il a piloté dans les chronos qui ont été ciblés par l'équipe afin de garder une gestion de pneus raisonnable. Donc c'était vraiment simple, aucun problème pour l'Espagnol qui pour moi fait partie des 5 meilleurs pilotes, en fait pas des 5 pilotes aux très bonnes performances cette saison. Et non, si vous entendez le téléphone, c'est pas moi, c'est pas mon téléphone qui sonne. Donc, il faut se dire, McLaren, vraiment la 4e meilleure voiture du plateau. Il faut leur donner tout le crédit. Je pense que peut-être ça a un lien avec l'ère post-Alonso. Peut-être qu'il y a une pression de moins qui est tombée, sans vouloir être méchant envers Alonso, parce que je l'adore comme pilote, mais c'est comme si à chaque fois qu'il quitte une écurie, ça va mieux. Prenez l'exemple de Ferrari. Quand il a quitté Ferrari en 2014,
Vettel est arrivé en 2015 et Ferrari a recommencé à gagner des courses. Et là, il quitte McLaren, en fait, en Formule 1. Là, vous avez Sainz et Norris, deux très jeunes pilotes qui arrivent, puis les résultats sont déjà là. Donc, est-ce que vraiment le problème, c'était Alonso? Tirez-en vos conclusions. Et pour Lando Norris, lui, il était 7e. Il s'est presque qualifié 4e. Il y avait 9 millièmes de seconde qui le séparaient de la 4e place en qualification. Il a perdu une place aux dépens de Sainz au départ, mais à part ça, il s'est tenu tranquille. Malheureusement, le problème hydraulique s'est vraiment manifesté dans sa McLaren. En fait, sur sa McLaren. Donc, il a été obligé de lever le pied pour pouvoir terminer la course sans avoir à abandonner. Mais là, il avait Ricciardo, Nico Hülkenberg et Kimi Räikkönen qui s'approchaient. Mais là, Ricciardo l'a débordé, mais il a été obligé d'utiliser l'extérieur de la piste pour le dépasser. Quand Ricciardo est revenu, il a tassé Norris, qui a perdu aussi des positions aux dépens de Hülkenberg et Räikkönen. Il a franchi la ligne 10e, mais avec la double pénalité de Ricciardo, cette 10e place s'est transformée en 9e. Il a été convoqué par les commissaires pour expliquer cette fin d'épreuve tendue, mais il n'était pas dans le tort du tout. Donc, disons que Norris, même malgré la fin de course, mérite amplement le titre de pilote du jour. Même si c'est un concours de popularité, je pense que dans les circonstances, il a très bien fait. Je sais que c'est stressant d'avoir un problème quand tout va bien. Parlez à Charles Leclerc, le pauvre qui avait la chance de gagner sa première victoire à sa deuxième course chez Ferrari avant d'avoir un problème mécanique. Mais c'est la Formule 1, c'est la course automobile. Tout ne peut pas être parfait, mais il a su bien gérer tout ça, même si ça lui a presque coûté une place dans les points. Et parlant de Renault a terminé le Grand Prix de France, donc le Grand Prix de France, un Grand Prix à domicile en fait, avec Ricciardo à l'origine 7e et Nico Hülkenberg 9e quand le drapeau à damier s'est abaissé. Pour Ricciardo, c'était une course à demi-tête. Il est parti 8e, mais il a glissé en 10e place lors du premier tour. Et lorsqu'il s'est arrêté au 18e tour pour changer pour des pneus médiums, pour passer des médiums à durs, il a tout de suite dépassé Pierre Gasly sur la Red Bull et il s'est débarrassé des Toro Rosso avant de pourchasser les McLaren. Il s'est rapproché de Norris. Et évidemment, comme je l'ai expliqué, il a tenté la manœuvre dans le dernier tour à la chicane où il dépasse le jeune Britannique par l'extérieur et il pousse Norris hors trajectoire avant de dépasser Räikkönen en dehors des limites de la piste. Et il a fini 7e avec au drapeau à damier, mais il a reculé 11e parce qu'il a eu 2 fois 5 secondes de pénalité pour ses actions. Et je comprends aussi pourquoi Ricciardo est la contre-performance du jour de l'ami Brian. Justement à cause de cette double pénalité. Je pense qu'il n'y a pas photo. On voit clairement finaliser son dépassement sur Norris les 4 roues hors piste. Contrairement à ce qu'il avait fait. Il avait fait la même chose, pas la même chose, mais il avait fait le même dépassement sur Romain Grosjean, mais il avait 2 roues hors piste, ce qui est carrément légal. Mais là, sur Norris, dans le dernier tour, il a les 4 roues hors piste, ce qui est tout à fait illégal. Vettel a même été pénalisé pour ce même genre d'action il y a quelques années en Allemagne. Il a dépassé Button par l'extérieur et il a même les 4 roues hors piste. Il n'y a pas de débat là-dessus. En plus, il a vraiment dérangé Lando Norris quand il est revenu en piste parce que Norris avait déjà sa trajectoire. Puis là, quand ce dernier est sorti de piste, là, il a perdu 2 places aux dépens de Hülkenberg et de Räikkönen. Donc, disons, il pouvait rien faire là-dessus. C'était soit se tasser, perdre des positions, ou rester sur sa ligne, puis probablement causer un accrochage. Et concernant le dépassement de Räikkönen, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat.
il y a des limites de pistes à respecter. On n'est pas en IndyCar. Il faut arrêter de chialer ou dire qu'il faudrait faire comme eux. Chaque série a leur propre perspective et soyons prêts à ne pas transgresser du tout dans les séries. Ricciardo a dépassé Raikkonen à l'extérieur. La limite de la piste, c'est entre deux lignes blanches. Entre les deux lignes blanches, il y a la piste à prendre. Le reste, ça ne compte pas. Donc, il peut bien dire ce qu'il a au moins essayé, ce qui est bien parce que cette course était plate. Ou bien même d'envoyer promener les autres, dire F off, allez voir ailleurs si j'y suis. Mais il a perdu une énorme opportunité de continuer la belle lancée de son écurie après les succès à Montréal. Et du côté de Nico Hülkenberg, ben lui, il s'est bien battu pour finir 8e. Il est parti 13e en pneus durs. Il a réalisé un excellent départ pour se retrouver en duel avec Kimi Raikkonen alors qu'il était 10e. Le passage, son arrêt au puits tardif pour chausser les médiums ne lui a pas permis de dépasser le Finlandais, mais il finit au moins dans les points. Il devait finir 9e, mais c'est 8e. Donc c'était une belle remontée. Pour lui, c'est bon, oui, je pense, c'est la deuxième course consécutive où il finit dans les points, ce qui est bien parce qu'il avait fini, je pense, derrière Ricciardo à Montréal. C'était un très bel effort. Et j'ai trouvé ça drôle qu'il dit qu'il était coincé dans le trafic parce que je pense qu'il n'y avait pas eu de problème de trafic à Paul Ricard cette année, je veux dire. Donc, bravo. C'était une belle performance, d'abord pour les deux Renault, mais Hülkenberg a été même, je dirais même meilleur que Ricciardo, même si à l'origine, Ricciardo a fini devant l'Allemand. Et j'espère que Renault va considérer l'option de le renouveler parce que le contrat de Hülkenberg se termine à la fin de la saison. Puis l'Allemand a énormément aidé l'écurie à progresser depuis qu'il est arrivé en 2017. Je suis vraiment content de le voir avec une équipe manufacturier parce qu'au moins ça peut lui permettre d'avoir d'autres idées, d'aider un constructeur comme Renault à revenir au sommet. Et parlant de constructeur, passons à Alfa Romeo. Bon, même si c'est encore dans les bases de Sauber en Suisse, mais Alfa Romeo est un constructeur. Et Alfa Romeo est revenu dans les points grâce à Kimi Raikkonen qui finit 7e officiellement. Et c'est tout ça au terme d'une course vraiment bien exécutée. Donc il retrouve le top 10 pour la première fois depuis, je pense, le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il a vraiment tenu en respect Nico Hülkenberg. Il est resté devant lui, malgré que ce dernier avait probablement un meilleur rythme que lui. Et il a repris la position qu'il a perdue aux dépens de Ricciardo. Mais je pense que ça lui a fait mal de rater la Q3. Au moins, il avait l'option de partir avec la gomme qu'il voulait plutôt que de se faire imposer celle qui devait en fait utiliser s'il avait terminé dans le top 10 en Q2. Pour lui, c'était pas le meilleur départ, mais il n'a pas trop perdu de temps. Il a profité des forces de la Alfa Romeo dans les virages serrés. C'était solide de la part de Raikkonen, donc vraiment, je suis content de voir que même à 39 ans, il est capable de garder son calme. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'homme de glace, mais il a été capable d'offrir des performances solides. Et je pense qu'après le petit passage à vide d'Alfa Romeo, ça fait du bien surtout à Raikkonen. Mais ça n'a pas fait du bien au pauvre Antonio Giovinazzi, parce qu'avec Pierre Gasly, il était le seul pilote à partir en tendre. Il a malheureusement payé le prix pour le mauvais choix de son écurie. Oui, il s'est rendu en Q3, il a battu Raikkonen en qualification, mais il a été obligé de partir avec la gomme tendre comme je le disais, qui n'allait pas durer longtemps. Il s'est même arrêté une deuxième fois, donc c'était une vraie erreur de stratégie. Puis là, on ne peut pas vraiment blâmer l'Italien de ne pas avoir essayé, parce qu'il a essayé de rester dans le top 10, mais au fur et à mesure que les pneus se dégradaient,
il n'était qu'une proie facile pour les autres. Donc, c'est le prix à payer pour une bonne performance à qualification. C'est que ça a toujours été comme ça sur des circuits où la température de piste est très chaude. Tu veux bien performer, mais tu es pris avec le fardeau de partir avec la gomme avec laquelle tu as réussi à entrer dans le top 10, à entrer en Q3. Donc, c'est vraiment dommage parce que c'était probablement une de ses chances d'obtenir ses premiers points en Formule 1 après tant d'essais, tant de 11e, 12e place. C'était des performances respectables. C'est une performance respectable, on va le dire. Mais son écurie a, disons, ruiné un peu le tout avec une mauvaise stratégie. C'est vraiment dommage parce que, oui, il a un pilote exceptionnel en Kimi Räikkönen comme coéquipier, mais il essaie de faire sa marque en Formule 1. C'est sa première année complète. Il avait déjà fait 2 courses auparavant, mais là, avec des gens comme JJ Leto qui dit écoute, j'ai peur que Giovinazzi ne finisse pas l'année, mais avec des performances qu'on a vues comme celle en France où il est, disons, victime de l'erreur stratégique de son écurie. Je pense que c'est tellement difficile de l'attaquer, en fait. Chez Racing Point, on s'attendait à ce que l'écurie ne marque pas de points. Mais finir 12e et 13e, dans les circonstances, c'est correct. 12e pour Sergio Perez qui s'est lancé de la 14e place, mais sa course est compliquée après avoir reçu une pénalité de 5 secondes en début d'épreuve, parce qu'au virage 3, au départ, avec tout le peloton, le pilote de Racing Point est sorti de sa trajectoire et il est revenu dans la zone de dégagement. Il a pris le cône à l'extérieur du virage avant de regagner la piste, comme la FIA l'a demandé au pilote lors des réunions d'avant-course. Mais le problème, c'est que il a dépassé quelques pilotes dans la manœuvre. Et les commissaires de la FIA ont expliqué ceci. Même si Sergio Perez a suivi la procédure indiquée dans les notes du directeur de course, il a clairement gagné des positions en rejoignant la piste au virage 5 et il a conservé son avantage. Parce que je pense que avant de sortir de piste, il était derrière la Haas de Kevin Magnussen et je pense que c'était la Toro Rosso de Alex Albon. Puis lorsqu'il est revenu en piste en utilisant la trajectoire sécuritaire, il s'est retrouvé devant les deux. Donc, il n'y a pas photo, il y avait une pénalité. Et je continue la citation des directeurs de course. Les commissaires ont étudié le cas pour savoir si Sergio Perez avait été forcé de quitter la piste et ont déterminé que ce n'était pas le cas. Gagner un avantage de cette manière est une violation du règlement et des instructions du directeur de course, selon lesquelles, même si vous suivez la procédure, vous ne pouvez rejoindre la piste sans gagner un avantage durable. Donc, Perez, sur le coup, a reçu une pénalité de 5 secondes et a même perdu un point sur sa licence. Donc, il compte 4 points de pénalité en ce moment. Et Perez s'est expliqué en disant qu'il a bloqué les pneus, il est parti large et il a fait ce qu'il était supposé faire. Passer à l'extérieur du cône pour s'assurer de respecter les limites. Mais il dit « j'ai reçu la pénalité quand même ». Et je ne sais pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi la FIA a fait ainsi. On a décidé ainsi. Il dit que le règlement est clair, il faut passer à l'extérieur du cône au moment de le faire. Il était conforme dans les règles. Il dit que c'est difficile de dire s'il a vraiment gagné ou non un avantage. Mais tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'il s'en est tenu aux règles. Et Michael Massey, le directeur de course, il a expliqué ainsi que quand on rejoint la piste, il faut le faire de manière sécuritaire. Et faire en sorte de revenir sans gagner un avantage. Ce qu'il n'a pas fait, donc il a rempli une des 2 conditions possibles. Puis, je pense qu'il y avait même une reprise à bord de la voiture de Lance Stroll qui était derrière Perez, où on le voit, je pense même la reprise à bord de la voiture de Perez est claire. Il bloque les pneus, il va vers la gauche, il rejoint la piste sécuritairement, oui, mais ressort justement devant Albon et Magnussen qui étaient derrière lui avant l'action. Donc, je pense que
où c'est très difficile de défendre Perez là-dessus, tout comme c'est très difficile de défendre Daniel Ricciardo dans l'incident du dernier tour. Donc, en fin d'épreuve, Perez est revenu derrière Gasly, qui occupait la 11e place avant la pénalité de Ricciardo. Donc, c'est une fin de course, mais en fait, c'est une course un peu amère pour le pilote mexicain. Mais son coéquipier québécois, Lance Stroll, lui, a fini derrière lui. Mais c'est une course, disons, correcte, constante, on va dire. Parce qu'il a tenté la même stratégie osée qu'à Montréal, c'est-à-dire aller le plus loin possible avec des pneus durs qu'il a chaussés au départ, avant de se rendre en médium en fin de course pour une douzaine de tours à peu près. Lorsqu'il s'est arrêté, il était 6e. Mais le top 10 s'est éloigné une fois l'arrêt effectué. Donc, je pense que je comprends aussi le point d'Alain qui disait qu'ils auraient dû le rentrer quand c'était le moment. Et je pense que c'est vrai parce que ça a peut-être coûté un point avant ou après les pénalités à Ricciardo. Mais au moins, on peut le dire, Stroll a fait une bonne course. C'est un très bon premier relais. Est-ce que c'était la bonne idée de choisir les médiums, compte tenu qu'on a vu ce que Vettel a fait avec les tendres pour aller chercher le meilleur tour? Peut-être. Mais même Stroll le dit qu'ils se sont arrêtés trop tard. Les pneus étaient en fin de vie, pardon. Donc, c'est dommage parce que je pense que Stroll aurait pu même prouver qu'il est capable d'être constant, surtout après ce qu'il a fait à Montréal. Mais il faut juste qu'il modifie son approche en qualification parce que c'est la 12e fois de suite qu'il est éliminé en Q1. Je pense que c'est une première de ce genre depuis que ce système de qualification en 3 périodes est instauré en 2006. En 2006, au moins, je le répète, il a été constant. Donc, bravo Lance, continue comme ça. Mais prochaine fois, essaye d'aller marquer des points. Chez Toro Rosso, le moteur Honda, parce que tout comme chez Red Bull, Toro Rosso avait la spécification 3 du groupe propulseur, mais chez le club école de Red Bull, on n'a pas eu les résultats espérés. Et le week-end de l'écurie italienne a été très difficile. Quoique, pour Honda, Verstappen 4e, ça sauve un peu les meubles. Mais chez Daniel Kvyat, on savait que ce week-end serait compliqué parce que on savait qu'il allait partir dernier, vu que avec l'installation de ce nouveau groupe propulseur, il allait avoir une pénalité puisqu'il avait surpassé la limite de changement possible. Il a fait ce qu'il a pu. C'était pas une mauvaise course. Il a fait la remontée qu'il pouvait. Au moins, il a gagné il finit à quelques positions de sa place de départ. Mais il était loin des points. Au moins, il s'est battu contre Alex Albon, son coéquipier. Mais a fait un très beau dépassement par l'extérieur sur Romain Grosjean. Donc, peut-être, s'il n'y avait pas eu la pénalité, je pense qu'il aurait pu aller chercher le point. Je pense, mais je ne crois pas que c'était de manière réaliste possible. Mais son coéquipier Alex Albon, lui, il s'est qualifié 11e, mais lui, il est sorti de piste et ça lui a fait perdre des places, plusieurs places au départ. Donc, lui, il s'est écarté au virage 2, il avait perdu de l'adhérence. Et c'est ce qui lui a fait en sorte, ça lui a coûté en fait plusieurs places et peut-être même des chances de sauver un peu la fin de semaine de Toro Rosso. Oui, il s'est battu contre Kvyat, mais il finit derrière son coéquipier russe, donc c'est dommage parce que il pouvait aller chercher un point. Peut-être. mais ceux qui ne pouvaient vraiment pas aller chercher des points, c'est Haas. On dirait que, avec tout le respect que j'ai pour Haas, Rich Energy s'est tenu
très tranquille en fin de semaine, surtout après avoir tweeté des bêtises pendant le Grand Prix du Canada, surtout avec le hashtag Better Than Red Bull. C'est le karma, ça. Ça, je suis content parce que au moins, ça leur apprendra à être trop arrogant dans l'univers de la Formule 1 parce que ça ne se fait pas être arrogant, surtout quand ça va mal dans ton écurie. Si quand l'écurie que tu sponsorises va très mal et se retrouve avant-dernier au championnat des constructeurs. Et même Gunther Steiner le dit, en fait, c'est la pire performance de l'écurie depuis la création de l'équipe en 2016. Depuis la première saison. Et il faut qu'ils trouvent des problèmes avant le Grand Prix d'Autriche parce que sinon, là, ils vont perdre. En fait, déjà, ils perdent du terrain pour la 4e place, mais ils perdent du terrain sur la 6e place. Et malheureusement pour Romain Grosjean, lui, il a abandonné à la maison. Je pense qu'il avait fini 11e l'année dernière. Il n'avait pas marqué de points. Mais là, il n'en marque pas plus. En fait, il n'a même pas terminé l'épreuve parce que l'équipe a préféré lui donner la chance de changer les pièces. Surtout la boîte de vitesse de manière gratuite, sans avoir la pénalité avant le Grand Prix d'Autriche. Bon, il dit qu'il n'a pas eu un mauvais après-midi, mais là, c'était énormément de difficultés. Il a donné tout ce qu'il pouvait. Il était devant Magnussen. Quand il s'est arrêté, donc ça allait, mais il critique sa voiture. Il dit que la voiture n'avance pas. Il faut tout remettre en question avant l'Autriche, donc d'ici quelques jours. Parce qu'il le sait qu'en Autriche, il va faire chaud et que la Haas de cette année a d'énormes problèmes avec les pneus Pirelli. Même si ça s'est bien passé à Monaco, où je pense que les températures étaient correctes. Pas aussi chaud que lors des 2 dernières épreuves. Mais là, il va falloir que Haas se réveille parce que sinon, ils vont finir presque dernier des autres si on exclut Williams. Et pour Kevin Magnussen, là, il n'y a pas gros chose à dire. Là. Lui, il pensait qu'après vendredi, ce serait des qualifications difficiles et une meilleure course. Mais non, ça a été difficile en qualification et en course. Eux, ils se sont battus tout simplement pour ne pas finir dernier, excluant les Williams. Il n'y avait rien à faire. Ils n'avaient aucun rythme, en fait. Oubliez les Haas, parce que c'était juste ridicule à voir, malheureusement. Mais c'était moins ridicule de voir Williams en fond de grille. Puis c'est justement l'écurie dont on va justement parler. Mais avant de parler de la course, il faut mentionner qu'au moment d'enregistrer cet épisode, donc là je l'enregistre, il est 22h15 mardi soir, donc mardi le 25 juillet. Alors, si vous l'écoutez par exemple le mercredi ou bien un peu plus tard dans la semaine, Paddy Lowe a démissionné de son poste de directeur technique chez Williams officiellement mardi matin. Et en plus, il n'est plus membre du conseil d'administration de l'équipe. Il avait pris au début du mois de mars un congé prolongé pour justement se remettre en question concernant son rôle avec l'écurie de Grove. Il s'était joint à Williams en provenance de Mercedes pour la saison 2017 pour relever un nouveau défi, mais malheureusement, les résultats n'ont pas eu l'effet escompté puisque depuis 2018, il a inscrit un podium. Depuis 2018, l'écurie languit au dernier rang des constructeurs depuis déjà 2 saisons. Et j'allais parler du podium de 2017. Je pense qu'il n'était pas encore... Il était en fait avec Williams, mais il ne travaillait pas dans la conception de la voiture, en fait, si je me souviens bien. Mais bon, revenons à la course. Donc, les 2 Williams ont, comme prévu, fini bon dernier à Paul Ricard, mais George Russell et Robert Kubica ont eu une belle bataille, je vais dire fratricide,
Et se sont même presque accrochés dans le 5e tour parce que Kubica voulait résister au rythme plus rapide du jeune pilote britannique champion de Formule 2. Russell a fini donc derrière Kubica pour la première fois en 2019, mais ça s'explique au fait que justement durant une de ces batailles, il est sorti de piste puis il a frappé un panneau en polystyrène, oui, le panneau en styromousse, on va dire. Il a tenté de dépasser Kubica au virage signe par l'extérieur. Et là, avec tout ça, comme il l'a tapé, il a été obligé de s'arrêter pour changer l'aileron avant pour des mesures de sécurité. Mais il avait quand même un très bon rythme. Donc, il ne fallait pas s'attendre à de grandes surprises. Mais je pense qu'il aurait aimé ça finir encore une fois derrière Kubica, qui, comme on l'a dit, pour la première fois, est fini devant Russell. Et il s'en est tenu à sa stratégie d'un seul arrêt. Lui, il est passé en dur après 24 tours passés sur la gomme médium. Et donc, les pneus ont duré plus longtemps que prévu. Donc, c'était beaucoup moins pénible pour Kubica. Il avait fait il dit avoir fait un très bon tour, pris de bonnes décisions sans prendre trop de risques. Et pour le reste, ça s'est bien passé. Donc, pour vrai, Kubica, c'était pas, on peut dire, c'est probablement sa meilleure course, mais il était encore derrière Russell en termes de rythme. Mais je pense que ça va lui faire du bien de finir devant son jeune coéquipier. Alors, c'est ce qui complète le résumé des écuries. Au classement des pilotes, Hamilton compte 36 points d'avance sur Bottas, 187 pour le Britannique contre 151 pour le Finlandais. Vettel à 111 points au 3e rang. Verstappen atteint le plateau des 100 points cette saison. Il en a 100 piles. Et Charles Leclerc en compte 87. Au classement des constructeurs, Mercedes reste loin devant avec 338 points. Ferrari est tout seul en 2e place avec 198. Red Bull en a 137. McLaren consolide sa 4e place avec 10 points, donc en a 40. Renault reste 5e avec 32 points. On a égalité au 6e rang avec Racing Point et Alfa Romeo. Toro Rosso n'est vraiment pas très loin avec 17. Et Haas est 9e et avant-dernier avec 16 points. Donc il y a une belle bataille qui se dessine pour la 6e place au classement des constructeurs. Et Williams, malheureusement, avec un bon gros 0 points depuis le début de la saison. Alors, la prochaine épreuve aura lieu dans quelques jours en Autriche, au Red Bull Ring, avec des températures ambiantes et de piste probablement beaucoup plus chaudes qu'en France et à Montréal. Passons maintenant en route vers la Formule 1. Donc, après un mois d'absence, la Formule 2 et la Formule 3 revenaient comme course de soutien à la F1 et, ma foi, ces épreuves ont offert beaucoup plus de spectacles que le menu principal. Donc, on va commencer à tout seigneur tout honneur avec la Formule 2. La première course, c'est Nick De Vries, l'intraitable, qui a remporté la course principale de Formule 2 à Paul Ricard. Il a frappé un grand coup au départ en prenant un très bon départ pour prendre les commandes de la course par l'extérieur du premier virage. Mais derrière, il y a eu de gros incidents. Il y a Sean Gallal qui a décollé sur le vibreur du virage 4 dans une manœuvre que même moi j'ai du mal à comprendre, et il a heurté son coéquipier Mick Schumacher et ça a causé l'abandon des deux pilotes Prema. Mais derrière, il y a eu un accrochage entre Ralph Boschung et Nikita Mazepin qui a évidemment contraint ces deux pilotes à abandonner, et Dorian Boccolacci est tombé en panne dès le premier tour. Avec tout ça, on a forcé la suspension de la course de manière temporaire avec un drapeau rouge et la course a repris quelques minutes plus tard. Donc, on avait De Vries devant Jack Aitken, Sergio Sette Camara et Guan Yu Zhou.
Donc, la stratégie alternative, celle de rester le plus longtemps en piste avant d'effectuer son arrêt au stand obligatoire, parce que lors de la course principale, vous devez vous arrêter obligatoirement. Ça n'a malheureusement pas fonctionné pour Luca Giotto. L'Italien est revenu en piste 8e après son arrêt, mais une touchette avec Juan Manuel Correa l'a éliminé complètement. Donc, Nick DeVries a remporté une victoire qui lui permet de prendre des commandes du championnat pour la première fois de la saison, et de manière assez large. Et sur le podium, il y avait Jack Aitken, 2e, et Sergio Sette Câmara, 3e. L'ancien détenteur de la tête du championnat, le Torontois Nicolas Latifi, a terminé 5e au terme d'une course vraiment difficile. Et c'est le Français Antoine Hubert qui a complété le top 8, synonyme de pole position pour la course sprint du lendemain, puisqu'il faut le rappeler, les 8 premiers vont inverser les positions, donc c'est-à-dire celui qui finit 8e partira premier, et celui qui a gagné la course principale partira 8e. Donc, le lendemain, avant la course de Formule 1, c'est Hubert qui s'est imposé devant ses partisans français. Il a pris un très bon départ lui aussi depuis la pole position. Il a conservé la tête de la course avec Aitken qui s'est propulsé de la 6e à la 2e place. Donc, sur la première grille, Juan Manuel Correa, qui d'ailleurs en passant voulait faire ses besoins, son numéro 1 dans le siège lors de la course 1, parce que quand vous avez un drapeau rouge, vous devez rester dans le véhicule parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la course va reprendre. Mais lui, il voulait faire ses besoins. Il avait envie, mais son écurie lui a dit non. Tu fais pas ça, sinon tu vas nettoyer ton siège après la course. Donc, Correa a chuté au 4e rang, mais il a fait un très bon dépassement sur la Kifi lors de la 2e course. Mais il a doublé Aitken à la chicane quelques tours plus tard. Et il a même défendu sa place brillamment dans les virages 5, le long virage à droite, je pense le numéro 10, à l'occasion. Donc, Hubert n'a jamais été menacé pour la victoire et il a gagné avec 2 secondes d'avance sur l'Américain Correa. Guan Yu Zhou complète le podium 100% recru, ce qui est quelque chose de vraiment rare en Formule 2. Latifi s'est classé 6e, alors que De Vries, lui, a terminé 10e. Donc, il ne marque aucun point dans le sprint, parce que dans la course numéro 2, les 8 premiers en marquent. Alors, au classement des pilotes, je vous disais que De Vries a pris les commandes du championnat. Il en compte 121 contre 109 pour Latifi. Jack Aitken est 3e avec 85. C'est 5 de plus que Sergio Sette Câmara, et Guan Yu Zhou complète le top 5 avec 76 points. La prochaine course de Formule 2 aura lieu au Red Bull Ring, et ce sera sans mon moment cocasse de cette fin de semaine, le pilote Mahavir Raghunathan, qui a été suspendu pour l'épreuve du Red Bull Ring en Formule 2, ayant atteint le seuil critique des 12 points. Donc, il a perdu tous ses points. Il a obtenu les 12 points de pénalité sur sa licence. Et il en a reçu 9 lors de la course numéro 1 à Paul Ricard. Parce qu'il a été jugé coupable de 3 infractions lors de la voiture de sécurité virtuelle. Donc, ça lui a valu 15 secondes de pénalité, mais il a fini 12e quand même. 12e et bon dernier. Mais il a reçu 3 pénalités pour chaque infraction. Mais il s'est fait remarquer depuis le début de la saison, non seulement par un manque de rythme assez chronique, il avait en moyenne 4 secondes de retard sur le meilleur temps en qualification, mais il a un pilotage vraiment brouillon. Et là, quand je dis brouillon, c'est plus que brouillon. Je suis quelqu'un qui va défendre les jeunes pilotes parce que ils apprennent et tout, mais Raghunathan, lui, a été plus que brouillon. Il avait déjà été sanctionné pour avoir passé sous le drapeau Adami à 2 reprises au Bahreïn, puis il ne s'est pas arrêté à la pesée
Et en plus, il a dépassé un pilote sous la voiture de sécurité lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Et pire, à Monaco, il a été pénalisé 2 fois la première, pour avoir quitté les limites de la piste en obtenant un avantage. Et il a causé une collision avec Jack Aitken où il a juste lui a tapé derrière à l'épingle. Puis Jack Aitken a été obligé d'abandonner par sa faute. Et en sprint, il a coupé le premier virage en passant par la sortie des stands au départ. Donc, ce sera sans le légendaire pilote au départ en Autriche. Et MP Motorsport, l'équipe avec laquelle le pilote indien roule, a trouvé son remplaçant. C'est le Mexicain Patricio O'Ward qui court en IndyCar avec Carlin. Il est le champion de la série Indy Lights, qui est l'équivalent de la Formule 2 pour l'IndyCar de la saison 2018. Et il a été récemment signé par l'Académie des jeunes pilotes de Red Bull. Donc, la Formule 2 précise que seuls les 12 points ôtés de la licence de Raghunathan qui ont été ôtés de la licence de Mahavir Raghunathan, ce qui laisse entendre qu'il a plus que 12 points de pénalité. Mais il a quand même pu participer à la course sprint où il fait tout simplement une chicane mobile. Donc, ce sera sans ce pilote indien que la Formule 2 ira en Autriche. Puis, devinez quoi, je pense qu'il sera probablement dans le jeu F1 2019 qui va inclure les Formule 2, mais avec la version 2019 un peu plus tard. À noter également que Sean Gallagher est parti de la ligne des puits lors de la sprint parce qu'il a été tenu responsable de l'accrochage avec Mick Schumacher, et Tatiana Calderon, elle, a obtenu 10 secondes de pénalité pour 2 infractions sous la voiture de sécurité virtuelle. C'était un gros retour en force pour la Formule 2, mais c'était aussi tout un retour en Formule 3, puisque lors de la course 1, Johan Daruvala a remporté sa 2e victoire consécutive en Formule 3. Et le pole sitter, Jake Hughes, a été contraint malheureusement à l'abandon. Donc au départ, Hughes, au volant de la HWA Race Lab, a conservé la tête de l'épreuve pendant les 9 premiers tours avant de se faire dépasser au dernier virage par Daruvala. Il a été dépassé par surprise. Mais il s'est retrouvé Hughes en difficulté. Il a coupé la chicane avant d'être doublé par Marcus Armstrong lors du prochain tour. Il est parvenu à riposter, toujours dans la chicane au 13e tour, mais il est sorti de piste au virage 2, 2 tours plus tard, cédant le podium aux 3 pilotes Prema. Donc, on se retrouvait avec une bataille entre Robert Schwartzman et Marcus Armstrong qui se battaient pour la 2e place, mais Hughes a lancé un freinage un petit peu tardif à la chicane. Il a dépassé Schwartzman, mais a harponné Marcus Armstrong, et ce qui a forcé l'abandon pour le pilote HWA. Heureusement, il s'est excusé à son équipe et à Marcus Armstrong. Et pendant ce temps, il y avait Daruvala qui était tout seul en tête de la course et il s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Schwartzman. Pedro Piquet a hérité du podium devant Yuri Vips, Ben Viscal sur l'autre HWA et Marcus Armstrong a été lui rétrogradé au 6e rang par l'incident avec Jake Hughes. Yuki Tsunoda, lui, qui est parti de la 27e place, a terminé 7e, et Alex Peroni complète le top 8. Donc, Peroni a donc obtenu la pole position pour la course 2, puisque comme en Formule 2, celui qui finit 8e partira premier, et celui qui a gagné partira 8e. Et il y a eu tellement de très beaux dépassements. Allez voir les faits saillants de la course, je pense que vous allez avoir pour votre temps, et vous allez probablement oublier qu'il y a une course de Formule 1 en France.
Et lors de la course 2, Robert Schwartzman a remporté une très belle victoire à Paul Ricard. Il s'est imposé depuis la 7e place, lui qui avait fini 2e la veille. Il était en grande forme. Il est remonté jusqu'à aborder la chicane à 3 de fond avec Yuki Tsunoda et Alex Peroni. Peroni il a été tassé par Tsunoda et a failli heurter Schwartzman, qui a quand même pris les commandes de la course. Yaron Daruvala, le vainqueur de la course 1, a été efficace dans sa remontée et a pris la 2e place aux dépens de Pedro Piquet, qui est le fils de Nelson Piquet et le frère de Nelson Piquet Jr. Et qui a toutefois replacé dans le dernier tour et a repris son dû. Tsunoda, de son côté, lui, a longtemps conservé la 4e position, mais il a été pénalisé de 5 secondes pour avoir justement poussé Peroni hors piste à l'approche de la chicane, au même endroit que Ricciardo a fait son incident avec Lando Norris. La course a été un vrai désastre pour Ben Viscal, qui est passé du 4e au 20e rang alors qu'il y a eu plusieurs incidents qui a causé plusieurs abandons. Mais Schwartzman a quand même pu résister à toute cette mascarade pour remporter l'épreuve et consolider sa première place au championnat de Formule 3 avec 70 points. Il en a 12 de plus que Yaron Daruvala et Marcus Armstrong en a 37 et occupe le 3e rang. Si on veut bien résumer, les 3 pilotes Prema sont donc les 3 premiers au championnat des pilotes de Formule 3 et tout comme en Formule 2 et en Formule 1, ils vont se retrouver au Red Bull Ring le week-end prochain pour le meeting en Autriche. Voilà, c'est ce qui complète le 10e épisode de la balado-diffusion du bulletin F1. Le 11e sera aussi consacré à une manche du championnat du monde de F1 2019, le Grand Prix d'Autriche. Est-ce que Mercedes pourra oublier l'échec cuisant de l'année dernière avec ce double abandon mécanique? Qui va pouvoir arrêter l'écurie allemande? Est-ce que ce sera Ferrari? Ou bien est-ce que ce sera Red Bull par une énorme surprise devant leurs partisans? C'est à suivre. Et ce qui est aussi à suivre, c'est à savoir si Brian Humet devrait revenir à la co-animation d'ici les prochains jours. Ça reste à voir, mais comme je vous l'ai dit, il n'était pas là. Il a eu un empêchement de dernière minute. Notre site web www.bulletinf1 est toujours à votre disposition pour les avant-courses, les bulletins de notes ainsi que les quelques chroniques quand on peut. Évidemment, c'est sûr que nous, avec le travail, parce qu'on a notre travail à côté, on est un petit peu occupé, débordé, mais on est toujours disponible pour parler de Formule 1. Puis si vous désirez continuer la conversation sur justement ce magnifique sport, vous pouvez le faire en nous suivant sur Twitter @le bulletin F1, LEBU2LETIN F1 et sur Facebook, facebook.com/bulletin F1. Le podcast est disponible sur notre site bulletinf1.com ainsi que sur Balado Québec et sur vos plateformes de balado-diffusion préférées, donc par exemple Apple, Spotify et Google Play Music, entre autres. Je suis votre animateur Abdoussal et je vous remercie de nous avoir écoutés. On se retrouve dans quelques jours. Oui, c'était un peu tard pour publier ce podcast, mais évidemment, nous aussi, avec le contretemps du travail, on a été obligé de l'enregistrer mardi et de le publier mercredi au lieu du lundi habituellement. On se retrouve dans quelques jours pour la course dans les montagnes autrichiennes. Bonne semaine tout le monde et profitez du beau temps, peu importe où vous êtes.